Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à la revue des Grandes Unes, édition de ce lundi 14 novembre 2022. Nous sommes en direct de nos studios de Douala, première escale en kiosque. On voit ce que nous propose la presse ce matin. Et on démarre avec la nouvelle expression qui nous amène au Parlement. Cavaillé Yégué Dibril pointe les lenteurs du gouvernement, titre la nouvelle expression de ce matin. Reconstruction des zones économiquement sinistrées, accélération du processus de décentralisation, couverture santé universelle sont entre autres points sur lesquels le pouvoir exécutif est attendu selon le président de l'Assemblée nationale. Compte rendu donc de cette journée parlementaire à lire en page 4 de la nouvelle expression. Le journal qui parle également de Qatar 2022. Michael Ngade encourage ses coéquipiers malgré sa mise à l'écart. Le défenseur des Lions indomptables a apporté son soutien à ses coéquipiers sélectionnés pour défendre les couleurs nationales lors de la Coupe du Monde au Qatar. Actualité développée en page 2 du journal La Nouvelle Expression. À la une de Cameroun Tribune justement, Lions indomptables, l'onction du peuple, titre le quotidien bilingue gouvernemental. À l'ouverture des travaux de la troisième session ordinaire de l'année législative en cours, les présidents du Sénat, Marcel Difendi, et de l'Assemblée nationale, Cavaillé Yégué Dibril, ont transmis les encouragements des élus de la nation à l'équipe nationale du Cameroun de football qui prend part à la compétition dans les prochains jours. Coup d'envoi le week-end prochain, nous dit donc Cameroun Tribune de ce matin. À la une du messager cabinet de Cavaille, le revers de la médaille pointe le messager ce matin. Que cache la nomination des hauts responsables au cabinet du président de l'Assemblée nationale à la veille de la session budgétaire de novembre, s'interroge le messager en sa grande une. Le messager qui évoque également l'affaire de la mutuelle Fondjomokwe donc dans l'édition de ce matin et la justice qui désavoue le préfet du Vouri. Pour en savoir davantage, parcourez l'article paru en page 8 du messager de ce jour. À la une du journal Émergence, corruption, pourquoi les dénonciations ont baissé, titre le quotidien ce matin. Les rapports de la CONAC se suivent, sont rangés dans les tiroirs, mais la corruption se porte toujours bien, écrit le journal Émergence. Pour en savoir davantage, parcourez l'article paru en page 3 de l'édition de ce jour. Sur le même sujet, le jour titre rapport de la CONAC, plus de 24 milliards 800 millions de francs CFA de pertes en 2021. C'est une révélation du quotidien Le Jour. Actualité développée en page 3 de ce tabloïd. À la une du financier d'Afrique, échanges commerciaux, 11 nouvelles entreprises agréées par la CEMAC au régime préférentiel, nous dit le financier d'Afrique. Autre détail à l'intérieur de ce journal. Pour le confidentiel de ce lundi matin, affaire des CNI à Fumbot, Fondikou Daouda libéré, what next, titre le confidentiel, incarcéré pour avoir saccagé le poste de police de Fumbot dans le département du Noun, région de l'Ouest, après un refus délibéré des policiers de proroger la date d'expiration de son récépissé. Il vient d'être libéré malgré les mois suscités par cette affaire et les revendications qui s'en sont suivies. Rien n'a changé dans le processus de délivrance de la carte nationale d'identité au Cameroun. Qu'est-ce qui coince? La délégation générale à la sécurité nationale au banc des accusés. Tout ça, c'est à lire dans les colonnes du confidentiel de ce lundi matin. Voilà pour cette première partie consacrée au kiosque. Accueillons à présent nos invités pour davantage en parler. D'abord, à ma gauche, Bernard Batana. Bonjour Bernard et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour Thierry Nopte, bonjour à Innocent Abega qui est de l'autre côté de la vitrine. Je dis aussi bonjour à tous les téléspectateurs de la revue de Grande Une qui sont de plus en plus nombreux. Je renouvelle mon plaisir ici de venir parler des choses de la cité République. Merci d'être là avec nous ce lundi matin. En face de vous, donc, pour le même exercice, Thierry Nopin. Bonjour Thierry et bienvenue. Bonjour Achille, bonjour à Bedna Batan à qui j'envoie la politesse. C'est un plaisir d'être là ce matin pour parler justement des sujets qui auront meublé l'actualité tout au long de la semaine dernière et même la semaine qui commence ou qui a commencé depuis très tôt ce matin. On espère simplement que nous serons à la hauteur de ce sujet-là. Surtout que l'actualité s'y prête. Et donc, parlant de l'actualité de la fin de semaine dernière, il y a cette affaire de Fondikou Daouda qui a été libéré provisoirement entre guillemets. Votre journal titre What Next? Et après quoi? Après cette libération, dites-nous. Mais voilà, bien sûr. Je vous rappelle que c'est un Daouda Fondikou qui a retrouvé
son domicile pratiquement abattu. Equinox d'ailleurs a fait un travail formidable là-dessus. Il revient sur son état de santé qui est assez précaire parce qu'il a subi un gros coup dû au fait qu'il ait perdu sa femme entre-temps. Une dame qui s'était battue de corps et âme pour sa mise en liberté. Et je rappelle qu'à cause de ce stress permanent, sa tension artérielle a dû chuter au point de laisser sa vie au moment de son accouchement, un accouchement qui a d'ailleurs été provoqué parce qu'elle n'arrivait plus à vivre dans ce stress permanent-là. Maintenant, qui va payer les pots cassés? On se pose bien la question. Est-ce le gouvernement ou simplement parce que ce compatriote-là, qui, je vous rappelle, avait subi d'énormes frustrations au moment où il allait enterrer sa première épouse, qui a dû dépenser plusieurs dizaines de mille en francs CFA pour traverser tous les différents postes, je dirais, policiers qui sont généralement placés en route, on ne sait par qui et comment, mais à tous les coups, à chaque contrôle, quand vous avez un problème notamment de récépissé non prorogé, vous êtes obligé de passer à la caisse. C'est-à-dire, même les hommes en tenue ne font en principe, ne jouent pas en principe pas leur rôle. À qui profite ce crime? On se pose bien la question, pourquoi il est difficile d'avoir accès à un carte national d'identité alors qu'il est plus facile aujourd'hui d'avoir accès à un passeport qui est un document, qui est un titre de voyage. Est-ce parce qu'il coûte assez cher par rapport à la carte nationale d'identité? Quel est le document le plus sécurisé? On se pose bien la question. C'est le passeport, alors que la carte nationale d'identité est l'élément qui donne à chaque citoyen sa citoyenneté. C'est cette carte qui lui permet de savoir exactement, en fait, de gérer un certain nombre d'opérations. L'ouverture d'un compte, des opérations de transactions immobilières, financières et le reste. Donc, en réalité, c'est une pièce qui fait partie du quotidien de chaque Camerounais ou de chaque compatriote, mais se trouve malheureusement qu'au Cameroun, en obtenir, c'est la croix et la bannière, alors qu'ailleurs, tel n'est pas le cas. On avait applaudi à l'époque, on avait parlé de la refonte de ce système-là. La DGSN, la Délégation Générale de la Sécurité Nationale, avait annoncé une série d'innovations qui avaient été applaudies à deux mains par les citoyens, espérant effectivement que les choses allaient changer. Mais rien n'a changé. Pourquoi ça bloque? On parle de double identité chez certains citoyens, mais parfois ce n'est même pas de leur fait, parce que lors de la première identification, parfois à l'époque, l'usager n'avait pas la possibilité de corriger les éléments qui étaient mis à la disposition des agents qui s'occupaient de cette tâche-là. Et au finish, la carte sortait avec quelques erreurs. Une fois perdue, revenue justement sur... en fait, pour la renouveler, on était face justement à ce problème-là. Parce qu'il suffit seulement, au lieu d'écrire Achille Kamga, on écrit Achille Kamgo. Ce n'est plus la même personne et ça pose problème. Donc, il faudrait vraiment qu'on règle ce problème. Et même les parlementaires qui sont en session, bien que ce ne soit pas pour vous, cela devrait justement se pencher pour ce genre de... Merci pour ce décryptage de l'actualité en rapport à ce sujet. Peut-être un mot, Bernard Batana, sur la défense de la CENI au Cameroun. Un expatrié qui arrive par exemple et qui lit dans les journaux qu'un citoyen est présenté comme le symbole du combat pour la délivrance de la carte nationale d'identité. Il tombe quand même des nues, non? Pour un document aussi important, non, on devrait mener autant de combats. Moi, je pense que le cas de Fondjikou devait être un cas d'école. Oui. Les frustrés, il y en a plusieurs. Les Fondjikou, il y en a plusieurs et on les retrouve dans toutes les localités par rapport à la carte nationale d'identité, qui est un problème séculaire qui devient sempiternel. Sempiternel problème de carte d'identité. Et nous pensons que la mort de la femme de Fondjikou, autant que son incarcération, devait nous servir de levier pour définitivement donner fin à ce problème de carte nationale d'identité qui a assez trop duré. Ici, on interpelle la Délégation Générale de la Sécurité Nationale qui, si elle a pu résoudre le problème du passeport, peut faire également pour la carte nationale d'identité. Cela a trop duré. Et on parle, et Thierry a parlé, s'est longtemps étendu dessus, mais on parle en plus de ce que Thierry a dit, de la corruption.
il y a un certain nombre de dossiers qui disparaissent. C'est-à-dire que vous faites un dossier de carte nationale d'identité, le dossier disparaît et vous partez à la même unité, on vous demande de refaire un autre dossier. Donc c'est autant de choses qui font en sorte qu'il y a la délivrance et l'établissement de la carte nationale d'identité est plombé. Il faut vivement que la délégation, puisqu'elle peut, que la délégation nationale de la sécurité nationale se penche là-dessus pour qu'on n'ait pas d'autres Fondinkou, pour qu'on n'ait pas d'autres Madame Fondinkou qui tombe pour une banale affaire de carte nationale d'identité. Retournons sur l'affaire Fondinkou qui a été libérée, à lire dans les colonnes du journal Le Confidentiel. Passons donc à une autre actualité. À l'Assemblée nationale, des journaux en parlent ce matin. Cavaillé Yégué Djibril qui pointe les lenteurs du gouvernement lors de son discours d'ouverture de la session budgétaire. Il a évoqué entre autres les lenteurs dans le développement ou alors la mise en œuvre du programme de développement des zones économiquement sinistrées en crise comme les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Il a parlé du processus de décentralisation. Il a également évoqué la couverture santé universelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, comme le dit la nouvelle expression, c'est un discours quand même en rupture avec ce qu'on a eu l'habitude de voir. Lui qui était habitué au salamalek vis-à-vis du pouvoir exécutif, Thierry Nyopé aujourd'hui, quand même, on pourrait dire que l'Assemblée nationale joue son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Non, c'est juste des dénonciations au passage. Il faut dire simplement que entre ce qui est dit et ce qui est fait sur le terrain, le chemin, le fossé assez criard, on espère, parce qu'on d'ailleurs on l'a écouté dans son discours, revenir sur la reconstruction de l'extrême nord et avec plus de 160 milliards de francs CFA que l'État a déjà débloqué pour la reconstruction de ce pays. C'est une annonce forte. C'est vrai, on sait également que la reconstruction des zones sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest est au cœur des débats. Il est tout à fait normal par rapport à une actualité de revenir là-dessus, peut-être pour interpeller davantage les consciences et les gens en charge de ce dossier pour, pourquoi pas, mettre le pied sur l'accélérateur quand il revient sur le grand dialogue national avec la résolution qui n'ont pas encore été implémentées dans les faits sur le terrain. D'ailleurs, on en parle très souvent, même sur ce plateau, on en a très souvent pointé du doigt les gens en charge de ce dossier-là qui ne font pas nécessairement ce qu'il faut faire. On sait que des pays, frères et amis, en termes de coopération bilatérale et multilatérale, appuient également le gouvernement camerounais dans l'accompagnement de la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Ces pays se sont quelque peu, je dirais, ressaisis, simplement parce que, selon eux, la gestion de ces fonds n'était pas aussi parcimonieuse que ça. On espère simplement que les choses vont aboutir d'ici à là. Il a parlé également de la couverture santé universelle qui est implémentée dans les 5 régions du Cameroun. Je vous rappelle que la santé coûte extrêmement cher, à la fois pour le citoyen lambda que pour le gouvernement. D'ailleurs, vous savez que rares sont les pays qui subventionnent réellement la santé. Le cas de la France est un cas assez particulier. Aux États-Unis, la santé coûte cher, ça vous le savez. Au Cameroun également, elle coûterait également cher. C'est pour cette raison que l'État fournit un maximum d'efforts pour accompagner les centres hospitaliers. On sait par exemple que tout récemment encore la communauté urbaine de Douala a appuyé l'hôpital à Kintini en octroyant une dotation de 200 millions de francs CFA, une dotation qui est partie de 100 millions à 200 millions de francs CFA, notamment pour la mise en place du SAMU. Ça veut dire quand même qu'il y a une volonté de faire bouger les choses, mais il faut vraiment continuer. Ce n'est pas un discours qui sort de l'ordinaire à mon sens. Il ne fait que tirer la sonnette d'alarme, mais il l'a toujours fait. Mais cela n'a pas empêché effectivement qu'à la fin de son discours, il revienne effectivement sur des fleurs et des couronnes, dressées notamment à l'endroit des lions indomptables et à l'endroit de celui qui incarne les idéaux du pays. Alors, Bernard Batana, est-ce que ce discours de Cavaillé Yégué Djibril peut faire, par exemple, bouger les lignes? Est-ce que ça peut bouger le gouvernement relativement au nombre de projets en cours? Non, il faut dire que l'Assemblée nationale est en outre la représentation nationale. C'est-à-dire que
le président de l'Assemblée nationale ne devait pas se limiter à tirer sur la sonnette d'alarme. Il ne devait pas se limiter aux simples dénonciations. Le rôle de l'Assemblée nationale, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que lorsque on a entrepris la reconstruction des zones sinistrées du nord-ouest et du sud-ouest, les députés ont la latitude d'initier une descente sur le terrain. Ils ont la latitude d'initier une enquête parlementaire par rapport à la gestion. Ils ont la latitude d'aller sur le terrain, de savoir un peu plus sur la décentralisation, sur la couverture universelle. Il ne s'agit pas de se mettre au niveau de l'Assemblée du Palais, de l'Assemblée nationale, et dire que nous dénonçons les lenteurs. Non, ce n'est pas le rôle des députés. Le rôle des députés, c'est de contrôler effectivement l'action du gouvernement. C'est à ça qu'on juge les députés. Parce que justement, ils sont la représentation nationale. C'est eux qui représentent des populations dans l'hémicycle. Et donc, ils doivent veiller sur le bien-être. Ils doivent veiller sur la bonne marche des affaires de la cité. Donc, moi je pense que, bon, dénoncer c'est une chose, mais ce n'est pas le rôle des députés. Ce n'est pas le rôle du président de l'Assemblée nationale. Nous attendons des députés qu'ils aillent sur le terrain. Ils ne vont pas se limiter aux questions orales des ministres et aux ministres et autres là. Non, ils doivent aller sur le terrain et nous faire part de ce qui se passe effectivement sur le terrain de l'action. Et donc on a envie de parler comme le confidentiel discours de Pan, what next? Voilà. Vous avez peut-être ajouté un mot sur la une de Cameroun Tribune, Thierry Nopin. Vous parlez tout à l'heure des Lions indomptables. L'angle choisi par Cameroun Tribune, eh bien c'est celui-là au Parlement, que ce soit au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Les Lions indomptables ont l'onction du peuple. Oui, l'onction de la représentation nationale. Je dirais, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire la représentation nationale, c'est le peuple, mais vous savez exactement comment on fait pour y arriver, comment on fait pour s'y maintenir. Mais toujours est-il que les Camerounais, dans leur immense majorité, je reste convaincu, sont derrière leur équipe nationale, au-delà des déboires, au-delà de tout ce qu'on a enregistré comme actualité autour de la non-sélection de 22, au-delà des positions des uns et des autres. Nous sommes Camerounais et c'est une grande messe de football. Et c'est le Cameroun qui sera en compétition. Ce n'est pas Samuel Tofis, encore moins Samuel Rigobertson et les autres lions sélectionnés. Mais on espère simplement qu'au cours de cette compétition-là, les lions feront un monde de beaucoup d'ingéniosité et pourront faire bouger les lignes d'une manière ou d'une autre pour que les choses bougent effectivement. Donc voilà, on espère simplement que les choses iront. Nous sommes de tout cœur avec les Lions et pour moi c'est l'essentiel. Bernard Batanda, malgré toute la polémique autour de la sélection de Rigobertson, ils ont quand même le soutien du peuple, tout au moins. L'Assemblée nationale rassure. Alors la première des choses, c'est qu'il faut dire que la seule religion dans laquelle tout le monde est fidèle, c'est celle des Lions indomptables, c'est celle du football. Et on ne peut que prier avec foi que les Lions indomptables gagnent, que les Lions indomptables fassent leurs 7 matchs jusqu'à la finale. Et donc, bon, maintenant, il y a eu cette polémique au niveau de la sélection ou la non-sélection de Ngande, où les gens sont allés dans tous les sens. Moi, je pense que lorsqu'on parle des Lions indomptables, on parle de l'intérêt supérieur de la nation. Et que lorsque on doit procéder à une sélection, on doit dépersonnaliser les choses et dépassionner les débats. Mettre le grand peuple, mettre le peuple camerounais au centre de toutes les préoccupations. Est-ce que la non-sélection de Ngande avait pour objectif de mettre le peuple camerounais au centre de toutes les préoccupations? On en doute, parce qu'il y a des voix il y a une clameur populaire qui s'est élevée pour dire non, nous dénonçons cette non-sélection de Ngande. Moi je pense que face à la clameur populaire,
face à la clameur populaire, les dirigeants de la FECAFOOT devaient être interpellés, ils devaient prendre en compte. Ils devaient prendre en compte tout ce que le petit peuple dit. Parce que vraiment, nous, de temps en temps, on va à l'église. La voix du peuple, vraiment, c'est la voix de Dieu. Et il faut qu'on en tienne compte. C'est vrai qu'on ne peut pas mener une action qui ne soit pas critiquable. La sélection ou la non-sélection de Ngande a été fortement critiquée, fortement. Et puis, moi, j'ai regardé la télévision hier. Et il y a des voix qui comptent quand Jean-Paul Akono, qui est un entraîneur, qui est un footballeur, qui est quand même une référence dans le football au Cameroun, dit que vraiment, il faut qu'on reprenne Ngande. Moi, je pense qu'il n'y a pas de doute. Moi, je ne peux pas en douter si ça vient de Jean-Paul Akono. Et je pense que cette affaire de Ngande doit être revue. On doit revoir le cas Ngande au niveau de la sélection de l'équipe nationale. Parce qu'il y va de l'intérêt supérieur du Cameroun. Voilà donc le décryptage de l'actualité en rapport avec l'Assemblée nationale. Passons à un autre sujet proposé par la presse ce matin, celui sur la corruption. Le quotidien Émergence nous dit pourquoi les dénonciations ont baissé. Le journal souligne que les Camerounais sont peut-être las de pouvoir donc dénoncer ces actes de corruption et qu'après rien ne suive. Thierry Niopé, plus de 24 milliards 800 millions de francs soit des pertes en 2021 pour les caisses de l'État. Les Camerounais qui ne veulent plus dénoncer la corruption parce que la justice ne fait rien après. Mais vous savez, quoi comme analyse? On en a suffisamment parlé. Hein. Je crois que vous vous rappelez qu'on avait traité des sujets notamment qui portent sur la ligne 94 et 65. On est revenu justement sur pourquoi il y a un certain nombre de dérives, pourquoi la corruption est de plus en plus galopante et qu'est-ce qui est fait. Mais c'est vrai, quand vous questionnez l'actualité, vous vous rendrez compte que jusqu'à présent, on a beau dire ergoter autour de la question, autour des 180 milliards, la Covid, on voit bien que la situation ne change pas. On a beau ergoter sur la situation de la gestion des dossiers, la CAN, notamment des milliards, la CAN, la situation ne change pas, les mêmes ministres sont en fonction, les mêmes responsables y sont. On a beau dénoncer la réhabilitation des routes au Cameroun, les choses ne changent pas, bien au contraire. Les Camerounais ont l'impression que plus on dénonce, plus la corruption se porte bien. C'est plus qu'une hit, quand on coupe une tête, plusieurs autres têtes, une ou deux autres têtes naissent. Et à cette allure-là, les gens se disent, mais attendez, ici c'est comme ça, mieux vaut ne rien faire et pourquoi pas essayer de s'imaginer être à la place de ces gens-là pour faire comme eux parce que la situation ne va pas changer. C'est-à-dire, vous aurez volé, détourné les deniers publics, on mettrait en débat et au terme de quelques procédures administratives et judiciaires, si vous remboursez le corps du délit, je dirais retracé parce que généralement on ne rembourse presque jamais tout. Et on vous met en liberté, le problème, la vie continue et la famille vit toute aise. Donc voilà, il est dans l'esprit dans lequel les Camerounais sont plongés. Si ici les autres volent, on ne leur fait rien. Pourquoi ne volerons pas nous aussi? Ça sert à quoi de dénoncer? Donc chacun rêve simplement d'être devant ou nommé à un poste de responsabilité où il a à gérer un budget pour détourner sa part, comme on dirait de manière triviale au quartier. Mais c'est assez déplorable quand même. C'est simplement parce que la gouvernance est quelque peu tatillonne. Il faudrait que l'on tape du poing sur la table et qu'on mette devant leurs responsabilités toutes ces personnes qui ont d'une manière ou d'une autre mis ou confondu les caisses de l'État à leur poche ou à leur caisse personnelle. Tant qu'on ne fait pas ça, la situation ne changera pas. Et tant qu'on ne dote pas de la CONAC d'un véritable statut juridique qui lui permette d'avoir la possibilité de taper du poing sur la table, je crois que les choses ne changeront pas. La dénonciation à elle seule ne suffit pas. Rappelez-vous qu'en 2018, le docteur Massinga avait demandé effectivement devant le Parlement qu'on lui dotât des institutions susceptibles de lui permettre d'aller au-delà de la dénonciation. Mais depuis lors, rien n'a véritablement changé. Alors Bernard Batana, les rapports de la CONAC se suivent et se ressemblent, ils sont rangés dans les tiroirs, il n'y a rien après, les Camerounais sont fatigués, ils sont résignés à l'idée de pouvoir dénoncer à chaque fois et qu'il n'y a rien après.
Alors, il y a une situation de résignation justement des Camerounais qui pensent que lorsqu'il y a une action irrégulière, on dit on va faire comment? Et que lorsque l'action perdure, on va faire comment alors? Non, nous pensons que nous sommes dans une république. Nous sommes dans une république et la république est régie par la loi. La CONAC a livré sa copie de l'année 2022 où elle indexe particulièrement un certain nombre de ministères. Le ministère des Travaux publics, le ministère de la formation professionnelle, le ministère des domaines, le ministère des affaires sociales. Attends, il y a un certain nombre de ministères qui ont été pointés du doigt par la CONAC. C'est un document de travail. N'importe quel citoyen peut se l'approprier. Les députés, par exemple, sont interpellés. Ils peuvent s'approprier de ce travail-là pour rester ceux qui sont coupables en justice. Il ne s'agit pas d'arrêter les gens pour dire vous irez nécessairement en prison pour qu'ils expliquent devant la justice. Même le petit citoyen lambda peut s'auto-saisir, la justice peut s'auto-saisir. Il y a des mécanismes. Que nous donne la loi. Il ne s'agit pas de dire pourquoi on ne dénonce plus, pourquoi. Non, tout le monde est concerné. Parce que moi je parle toujours de la gestion de la cité. C'est tout citoyen qui est concerné par cette histoire de corruption. Il ne s'agit pas de personnes qui sont isolées quelque part, ce qu'on appelle la société. Non, c'est tout le monde n'importe quel citoyen peut s'auto-saisir et demander que la justice soit faite. Donc, à ce moment-là, on pourra peut-être avoir une gestion collective et tout le monde peut se sentir concerné. Il ne faut pas dire pourquoi on... Mais de quels moyens peuvent disposer les citoyens pour le faire? À partir du moment où, même si la plainte est déposée, il n'y a pas de suivi. Mais ils n'ont cassé, ils peuvent faire quoi? Ou bien une administration particulière? Pourquoi vous êtes toujours en train de pas... Quand un citoyen s'auto-saisit, mais il saisit la justice. Et puis la justice fait son travail. C'est ça. Bernard, peut-être un autre mot qu'il faudrait véritablement faire, quels sont les leviers qu'il faudrait actionner pour que les rapports de la CONAC aient véritablement un impact sur la lutte contre ces fléaux, justement. Mais je l'ai dit tout à l'heure, le docteur Massignan l'a fait devant le Parlement, les choses n'ont pas changé du tout. Il n'a pas été... En fait, on ne lui a pas doté suffisamment d'instruments juridiques capables de lui permettre de lutter véritablement contre la corruption. Son travail reste la dénonciation. Et d'ailleurs, quand il finit ces dénonciations, il ne la met pas à la disposition du Cameroun lambda. Il remet ce rapport à la présidence de la République parce qu'il y dépend de manière étroite. Je rappelle également chez nous que on a l'impression que le corps judiciaire est quelque peu tétanisé parce que, vous savez, les procureurs ont la capacité d'instruire une action judiciaire. C'est-à-dire, ils peuvent s'auto-saisir de tous ces dossiers-là pour ouvrir des enquêtes, pour ouvrir des procédures à l'encontre ou à l'endroit de ces personnes qui sont mises en index. Mais rien n'est fait, on ne sait pas pourquoi. Vous l'avez souligné tout à l'heure, même quand on laisse les gens en justice, il est clair que ces dossiers n'aboutissent pas. Et parfois même, quand ils aboutissent, on vous dit que tel Camerounais lambda a remboursé le corps du délit, il est en prison, il continue à narguer les gens, il continue à scander le nom du chef de l'État et à dire effectivement que le président Biya devrait être président du Cameroun, candidat à sa propre succession en 2025, alors qu'il y a des problèmes sur lesquels on devrait justement davantage s'appesantir. Donc, on a l'impression que ces dénonciations ne servent à rien parce que en face, les gens ne font pas grand-chose pour faire bouger les lignes. Tout le monde voit comment les maisons, comment les immeubles se construisent tous les jours au Cameroun. Tout le monde voit comment ces gens brassent l'argent. Tout le monde voit comment ça s'est passé. Rappelez-vous lors de la CAN. Les noms sont connus. Des diligences ont été menées. Mais où sont les rapports? Pourquoi les gens n'ont pas été mis à l'index? Et c'est autant de choses qui révoltent. Et c'est pour cette raison que je crois que le Cameroun continuera d'aller de mal en pis. Rapidement, Bernard Batana, pour sortir, il y a également un paradoxe dans ces rapports de la CONAC, c'est qu'il y a le ministère de la Justice
qui est parmi les administrations qui font la course en tête des administrations corrompues. C'est quand même paradoxal. À partir de ce moment, comment est-ce qu'on pourra encore voulez qu'on gère la lutte contre ces fléaux? Non, il y a des mécanismes, oui. C'est aussi autant aussi paradoxalement que cela puisse paraître. Le ministère de la Justice est parmi les ministères les plus corrompus, comme on l'a dénoncé. C'est malheureux, c'est paradoxal. Mais bon, on peut trouver des mécanismes. Hein. C'est pas tous les employés, c'est pas tous les fonctionnaires du ministère de la Justice qui sont dans le coup. Bon, on peut toujours trouver des moyens de s'auto-saisir et d'ester ceux qui sont convaincus de corruption devant la justice de ce pays. Il s'agit d'une république, M. Kamga. Il s'agit d'une république qui a des lois et aucun citoyen, qu'il soit du ministère de la Justice, qu'il soit magistrat, ne saurait être au-dessus de la loi. Mais ça, il faut le comprendre. Et donc, quand on le comprend ainsi, tout le monde peut être justiciable et que tout le monde peut être resté en justice. Moi, je pense que c'est cette posture-là qu'il faut avoir et non une posture de défaitisme qui pense que, voilà, on n'a rien fait. Bon, voilà, les immeubles, ils montent et les gens volent, on ne dit rien. Mais il faut toujours un début à toute chose. Et quand on s'engage dans une action, comme la CONAC s'est engagée, il faut avoir une attitude de jusqu'au-boutisme. Il ne faut pas s'arrêter en chemin pour dire que mais non, ce qu'on fait là, ça ne donne pas. Non, il faut croire. Merci. Il faut croire en ce qu'on fait. Merci Bernard Batana, merci Thierry Niopé d'être venu décrypter l'actualité et donner un sens justement à cette actualité-là. Merci à vous à la maison d'avoir été nombreux encore devant votre petit écran pour nous regarder ce matin. Merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Zéphirin Gondi, Innocent Abega, autour des Mosfongo qui a réalisé la revue des Grandes Unes. On se donne rendez-vous demain à 9h20. Restez sur Equinox Télévision, juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.